Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, notre dernière vidéo des tops de l'année 2019. Aujourd'hui, on va tout simplement vous parler des 5 bouquins qu'on a préféré lire en 2019 et qui sont sortis en 2019. Donc on va commencer par notre top 5 des romans sortis en 2019 et on continuera avec notre top 5 des graphiques sortis en 2019. Et comme Dan, eh bien, il lit un peu comme une tortue, une grosse limace, une très très grosse limace, bien baveuse. Je pense qu'ils ont compris. Eh bien, il a lu qu'un seul livre sorti en 2019. Ouais, j'en ai lu d'autres, mais qui sont pas sortis en 2019. Donc quand je dis d'autres, en fait, je mets pas de S à autre. Du coup, ton top 5, c'est un top 1, mais du coup, c'est le seul que t'as lu, en fait. Oui, mais comme je l'ai kiffé, je vous en parlerai quand même. Du coup, c'est pas la peine que tu restes là. Ouais, du coup, je vais aller faire de la pâte à crêpes. Bon, en vrai, je dis que Dan, c'est un petit peu une grosse limace, mais j'ai pas lu énormément de nouveautés sorties en 2019. C'est vrai que c'est pas quelque chose vers lequel j'ai envie de me tourner forcément. J'ai pas envie de lire que de la nouveauté tout le temps. J'aime bien lire des vieux trucs ou des trucs un petit peu pas nouveaux. Mais j'ai quand même fait quelques belles découvertes en 2019 et on commence avec le numéro 5. C'est le dernier roman de Mathias Malzieu, Une sirène à Paris. Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'aime beaucoup Mathias Malzieu, j'aime beaucoup sa plume super poétique qui nous transporte toujours dans un univers super mignon, super beau, super émouvant, avec des beaux personnages, des belles histoires d'amour. C'est encore le cas avec Une sirène à Paris. Voilà, on suit un jeune homme qui va faire la rencontre d'une véritable sirène dont il va forcément tomber amoureux. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, comme tous les autres de Mathias Malzieu, donc c'était pas étonnant qu'il se retrouve dans ce top. À noter que cette année 2020, Mathias Malzieu adapte Une sirène à Paris au cinéma, lui-même. J'ai très hâte de le voir, et ce sera en film live, et pas en film d'animation comme Jack et la mécanique du cœur. Mon numéro 4 aussi, sans surprise, puisque c'est un de mes auteurs préférés, c'est Stephen King, avec sa petite nouvelle Élévation. Les petites nouvelles de Stephen King, ça peut être pas mal pour commencer cet auteur, parce que ça va aller droit à l'essentiel, ça va pas être très long à lire, comme beaucoup de ses romans qui sont quand même des gros pavés. Donc je peux vous conseiller Élévation si ça vous tente. Après c'est peut-être pas forcément le meilleur bouquin de Stephen King, mais moi j'ai vraiment apprécié. On y suit un mec qui va du jour au lendemain se mettre à perdre du poids sans qu'il fasse quelque chose pour ça. Donc, voilà, il change rien à sa vie, il mange normalement, il fait pas spécialement de sport, et tous les jours, à chaque fois qu'il monte sur sa balance, il se rend compte qu'il perd du poids. Son poids physique baisse, mais lui, physiquement, il change pas, il est toujours pareil. Et voilà, on sait un petit peu forcément quelle va être la fin, surtout avec un titre pareil. Et ce qui compte finalement dans cette nouvelle, comme d'habitude avec Stephen King, ça va être les personnages, leur psychologie, leur interaction avec la société, avec les autres personnages, dans une petite ville aux États-Unis, comme d'habitude. J'ai trouvé ça plutôt sympa, ça fait pas flipper, c'est pas une nouvelle d'horreur, c'était cool à lire, j'ai bien apprécié. Numéro 3, une fin de saga, enfin j'en ai terminé une, c'est le tome 6 du Pays des Contes de Chris Colfer. Là encore, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'aime beaucoup cette série jeunesse plutôt fantastique fantasy, où on suit des jumeaux qui vont trouver un livre de contes et se retrouver propulsés dedans. Tout simplement. Ça va être de la réécriture de contes, puisqu'on va croiser plein de personnages super célèbres, Cendrillon, Blanche-Neige, le petit chaperon rouge, qui est mon personnage préféré de la série, qui est vraiment très drôle. C'est vraiment une série assez portée sur l'aventure, les messages super positifs et l'humour. Voilà, il y a un bel humour, une belle autodérision, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai adoré suivre toute cette saga sur ces 6 tomes. Le 6e tome est très bien, il conclut bien la saga, c'est toujours autant d'aventure, et 6 tomes ça peut paraître beaucoup, mais en vrai voilà, ils s'enchaînent vraiment très vite, et je trouve qu'il n'y a pas trop de tomes en dessous, tout était vraiment bien ficelé, bien foutu, avec des nouveaux personnages à chaque fois, des nouvelles aventures, et c'était chouette de voir aussi les jumeaux grandir au fur et à mesure des tomes. C'est une belle série que j'ai bien aimée et que je garderai un moment dans ma bibliothèque et que je relirai avec plaisir.
Numéro 2, on va parler de Miss Peregrine et les enfants particuliers, encore une série de Ransom Riggs, et là c'est le tome 4 qui est sorti. Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est une série plutôt, là aussi, fantastique fantasy, qui était une trilogie en fait à la base, trilogie qui a été terminée, donc il y a une fin, on aurait pu se contenter de cette fin, mais voilà, l'auteur est revenu avec un 4e tome et donc le début d'une nouvelle trilogie, donc il y aura encore 2 autres tomes après celui-là. J'avais un petit peu peur justement de retourner dans cet univers, j'avais peur que ce soit vraiment un prétexte pour y retourner, qu'il n'y ait pas forcément une histoire vraiment intéressante, ou alors que ça fasse redondant, et pas du tout. En plus c'est un gros pavé, il est bien gros, encore plus gros que les tomes de la trilogie. Donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, ça va être une histoire un petit peu à la Tim Burton, avec des personnages un petit peu creepy, un petit peu bizarres. C'est des enfants qui ont des pouvoirs, mais des pouvoirs bizarres, c'est plus des particularités presque. Par exemple, voilà, il y a un petit garçon qui est invisible. On a un personnage qui peut faire revivre des petits cadavres d'animaux, voilà, de ce genre de choses, des petites particularités un petit peu bizarroïdes qui font que ces enfants sont à part dans la société et vivent entre eux. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a vraiment un univers qui est très très sympa, une écriture très chouette, assez sombre, c'est un petit peu creepy mais ça fait pas peur non plus. Beaucoup d'aventures, plein de secrets, plein de choses à découvrir au fur et à mesure des tomes. Et ce 4e tome arrive bien à renouveler l'histoire. On repart dans quelque chose d'assez nouveau. Déjà, on n'est plus dans le même pays, on est aux États-Unis, on suit toujours le même personnage, mais il a grandi et c'est différent. C'est un petit peu comme passer au tome 5 de Harry Potter. Vous voyez, c'est plus vraiment le même ton, ça commence un petit peu à être encore un petit peu plus sombre, les personnages grandissent, etc. Donc c'est intéressant, et je suis très contente de ce 4e tome, et j'ai hâte de lire la suite. Et c'est vraiment une très très bonne série, et je vous déconseille très fortement d'ailleurs le film Miss Peregrine et les enfants particuliers, adapté par Tim Burton, qui a fait de la grosse merde avec cet univers. Et voilà, si vous êtes intrigués, commencez les livres, pas le film. On arrive enfin au numéro 1, le livre que j'ai vraiment préféré, qui a été vraiment un gros coup de cœur cette année. C'est Une cosmologie de monstres par Shawn Hamill. Si vous aimez Lovecraft, si vous aimez Stephen King, foncez lire Une cosmologie de monstres, vous allez adorer. On est sur une histoire qui est un peu difficile à résumer parce que on suit une famille, voilà, une famille qui, au fil des ans, il se passe des choses un petit peu inquiétantes, un petit peu étranges, mais en même temps on suit leur quotidien, on suit ces personnages, on suit leur psychologie, c'est pour ça que ça fait très Stephen King, parce que les personnages sont super riches et développés, ils sont fascinants et on est tout de suite attaché à eux, on a envie de savoir ce qui va leur arriver, et tous ces éléments inquiétants vont faire penser beaucoup à du Lovecraft. Voilà, au fur et à mesure du roman, on va s'installer dans quelque chose de très gigantesque. Lovecraft, c'est comme ça que moi j'imagine ces univers, c'est des choses gigantesques qui vous oppressent un petit peu. Et on n'a pas les réponses à toutes les questions qu'on se pose, ça reste très mystérieux. Et pour le coup, le titre est très très bien choisi. L'aspect monstre il va être là, pas forcément monstre au sens où on l'entend en premier, ça va pas forcément être des créatures qui font peur et tout, ça peut aussi être les personnages humains, et le terme cosmologie ça renvoie vraiment à quelque chose d'un peu un peu mystique, un peu ça fait penser voilà à ces divinités, à l'univers, à quelque chose voilà d'assez énorme et que l'humain a du mal à appréhender avec notre petit esprit un petit peu étriqué. C'est comme essayer de s'imaginer l'infini, hein. On peut pas imaginer l'infini, quelque chose qui n'en finit pas. C'est un peu pareil avec ces monstres à la Lovecraft. C'est des choses tellement cheloues et énormes. Je pense que Cthulhu qu'on a du mal à imaginer et que au final on met dans une case alors que c'est encore
plus énorme que ce qu'on peut imaginer. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis. Mais du coup, c'est cette impression-là qu'on a en lisant le roman, et du coup j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper prenant, hyper bien foutu, hyper addictif. Et j'ai hâte de découvrir d'autres bouquins de Shaun Hamill, parce que franchement c'était hyper cool. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, parce que là, ce que j'ai dit, j'ai l'impression que c'était un petit peu de la merde, j'ai fait un article plus complet, plus travaillé, j'espère, sur pugoscope.fr, je vous mets le lien dans la description, et puis voilà, s'il y a d'autres chroniques que j'ai fait sur les bouquins dont je vous parle, ou dont Dan vous parlera, tout sera dans la description, donc n'hésitez pas à dérouler pour regarder. Voilà, ça c'était mes 5 belles lectures de 2019. C'est vrai, pas mal de continuité de saga, c'est vrai que c'est souvent ce que je lis en termes de nouveautés. Voilà, on va peut-être rappeler Dan pour qu'il nous dise quel est ce fameux livre qu'il a lu en 2019. Du coup, je vais pouvoir vous parler du livre que j'ai préféré cette année, qui est aussi le seul livre de 2019 que j'ai lu, mais comme il est bien, il mérite largement sa place dans ce top 1. Il s'agit du nouveau roman de John Lang, Les Veilleurs de Glarg. Les Veilleurs de Glarg, c'est un spin-off au donjon de Naheulbeuk. Donc il y a déjà eu 5 bouquins, sur le donjon de Naheulbeuk. C'était carrément cool. Moi, je suis un gros fan du donjon de Naheulbeuk, que ça soit en bouquin, en BD ou en MP3. Et ben du coup, avec ce spin-off, je me suis dit, allez, c'est parti, on va voir s'il arrive à étendre un peu cet univers, l'univers du donjon de Naheulbeuk, et il est vachement riche. Il y a un jeu de rôle qui a été créé, donc c'est vraiment hyper foisonnant. Et il y avait déjà eu des petites incursions dans les spin-offs, notamment avec des BD. Et je voulais savoir si ça pouvait tenir la route en roman. Carrément, c'était carrément bien. Donc du coup, on suit plus du tout l'équipe dont on a l'habitude, l'équipe du donjon de Naheulbeuk, les Fiers de Hache, même si on comprend pas forcément le jeu de mots qu'il y a là-dessus. On suit du coup une nouvelle équipe, et cette fois-ci c'est centré non pas sur des aventuriers, mais sur une équipe de militaires. Et du coup c'est amusant, on découvre un peu tout le côté militaire, toute l'organisation militaire qu'il y a dans la Terre de Fang, avec les grades un petit peu parodique de grades qu'on a chez nous dans le vrai monde, comme par exemple les clipitaines, qui sont les capitaines, ou les capiroles. Les capiroles. Voilà. Ça donne bien le ton, on a tout de suite bien le ton. Si vous aimez la fantasy, bien sûr, vous serez servi. C'est hyper foisonnant, encore une fois, c'est hyper riche. Et on n'est pas trop perdu parce que ça joue avec les codes de Tolkien et de Donjons et Dragons. Ça joue avec les codes du jeu de rôle aussi, parce que même si c'est pas des aventuriers, il y a quand même tout un côté RP, tout un côté aléatoire, jeu de dés, ce genre de choses. Bien sûr, comme dans le donjon de Naheulbeuk, c'est complètement chaotique, rien ne va comme il faut. Il y a toujours des membres de l'équipe qui ont plus ou moins de la chance. Là, dans le donjon de Naheulbeuk, par exemple, tous les membres de l'équipe avaient pas beaucoup de chance, ou il y avait tout le temps des moments où c'était vraiment c'est dommage. Là, en fait, tout est concentré sur un personnage. Il y a vraiment un personnage qui a la guigne du début à la fin. Les autres sont pas hyper bien lotis, mais celui-là, c'est vraiment... Voilà. Et sinon, ce que j'ai bien aimé dans ce bouquin, c'est que c'est pas une aventure d'un point A à un point B avec un voyage et tout ça. C'est axé sous forme d'une enquête. Vu que c'est des militaires, ils doivent mener l'enquête sur une série de meurtres dans la ville de Glarg. Et c'est plutôt haletant, c'est plutôt bien fait. Et en plus, pour ce roman, j'en ai fait un article un peu plus complet si ça vous intéresse sur pugoscope.fr. Voilà pour les romans. On passe tout de suite aux lectures graphiques. C'est parti. En numéro 5, j'ai mis La sorcière en haut de la montagne par Rune Riberg. Je sais pas si je prononce bien, je pense pas trop. La sorcière en haut de la montagne, c'est sorti chez les Aventuriers de l'étrange, et c'est une BD un peu particulière. Ça mélange beaucoup de choses, on pourrait la classer dans fantastique. Du coup, c'est l'histoire d'une meuf qui part en quête d'une sorcière. Voilà, j'en dis pas plus parce que sinon ça dévoile vachement tout en fait, parce que c'est assez court, c'est assez dense et c'est surtout hyper rapide. Déjà il y a un truc que j'ai bien aimé dans cette BD, c'est le travail sur la couleur, tout est monochrome, tout est en teinte de rose, ça va du rose au violet et c'était super beau à voir. Et surtout ce que j'ai vachement kiffé, c'est le côté complètement barré, complètement déjanté. C'est tout le temps une fuite en avant, ça va à 100 à l'heure, il y a des courses-poursuites à moto contre des squelettes motards avec des moustaches et des shotguns. Ça joue avec pas mal de références, des trucs que j'adore, notamment Evil Dead, forcément, je pense surtout à Evil Dead 3, Army of Darkness, avec les squelettes un peu à con et tout ça. Et il y a aussi, ce côté heroic fantasy. Moi, j'avais l'impression d'entendre la BO de Conan quand je lisais la BD. Bref, c'était super cool, et puis ça raconte aussi un peu ce côté quête initiatique, une femme qui se cherche et tout. C'était vachement sympa, et si vous voulez en savoir plus, j'en ai fait un article sur pugoscope.fr.
Mon numéro 5, c'est aussi une BD des Aventuriers de l'étrange, c'est Histoire à dormir debout de Pedro Rodriguez. Il s'agit en fait d'une réédition d'un album qui était déjà paru chez une autre maison d'édition, mais qui n'était plus disponible, et c'est vraiment chouette de l'avoir réédité parce que c'est un album plutôt intéressant. Pedro Rodriguez va en fait reprendre des nouvelles fantastiques, des grands maîtres des auteurs fantastiques, du genre Edgar Allan Poe ou Stevenson, et puis d'autres auteurs que je connaissais pas forcément. Donc déjà, ça permet de découvrir pas mal d'auteurs fantastiques ou de découvrir des nouvelles qu'on connaissait pas forcément. Et puis c'est sous forme de BD, donc le média est différent, donc on raconte l'histoire un petit peu différemment, avec un univers graphique qui est très très chouette, hyper soigné, tout dans des tons marrons, c'est un petit peu glauque, un petit peu creepy, c'est chouette. Et puis à chaque début de nouvelle, on a une petite biographie avec un petit portrait de l'auteur, et j'ai trouvé ça très très chouette, ça permet de découvrir des auteurs, et ça peut être sympa pour les enfants de découvrir ces auteurs-là, sans avoir à passer par leur nouvelle originale avec un style peut-être un petit peu vieillot, hein, si c'est 19e siècle. Voilà, là c'est un petit peu remis au goût du jour au niveau de l'écriture, et j'ai trouvé ça très très bien fait, et c'était un bel album à découvrir. En numéro 4, j'ai mis Descender, tome 6, La fin d'un monde ancien, par Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Et c'est sorti chez Urban Comics, et j'avais vraiment envie de mettre ce tome dans mon top, parce que j'ai vraiment adoré cette saga Descender, et ça c'est le dernier tome, c'était la conclusion, et c'est beau, c'est poétique, c'est cool, j'adore cette saga, en plus c'est beau, les dessins de Nguyen, tout à l'aquarelle, c'est trop beau. Bon, Descender, si vous nous suivez depuis quelques années, on en a déjà pas mal parlé. C'est de la science-fiction, c'est assez poétique, il y a une histoire de soulèvement des robots, il y a des gens qui chassent les robots qui sont censés avoir été éliminés depuis longtemps, puis en fait il y a des sociétés secrètes, ce genre de trucs. Et c'est un tome 6 qui conclut bien la série et qui en même temps, dans sa dernière page, amène la nouvelle série qui va s'appeler Ascender. Et j'ai bien hâte de voir ça parce que ça a l'air d'être une promesse un peu différente, mais ça a toujours l'air d'être assez poétique et super cool. En plus, en 6 tomes, c'est pas une grosse série, donc c'est pas un trop gros investissement et ça traîne pas trop en longueur, donc c'est bien. En numéro 4, j'ai mis le tome 4 de Rick et Morty. Je sais plus quels sont les auteurs, mais je vais les écrire en bas, puisque voilà, à chaque tome quasiment, on a des nouveaux auteurs, des nouveaux scénaristes et des nouveaux illustrateurs. Donc là, je sais plus, mais le tome 4, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il m'a fait vraiment mourir de rire, celui-là. Donc Rick et Morty, vous le savez, c'est une série d'animation qu'on adore, de science-fiction hyper barrée, déjantée, avec plein de concepts de science-fiction hyper novateurs ou qui font vraiment réfléchir. C'est vraiment super malin comme série. Et du coup, maintenant, ça sort aussi en comics. Et c'est plutôt chouette en comics. C'est pas forcément au même niveau que la série, c'est un petit peu plus peut-être anecdotique. Mais ça marche quand même toujours bien, on retrouve bien l'univers visuel de la série, on retrouve bien les thématiques, on retrouve bien l'humour complètement débile, et comme je l'ai dit, c'est des auteurs différents, donc c'est l'occasion à chaque tome de découvrir un petit peu une patte différente, une façon de faire un petit peu différente des scénaristes. Je trouve que les scénaristes, ils arrivent bien à digérer toute la série et à ressortir ensuite un truc qui est toujours intéressant. Mon numéro 3, c'est I Hate Fairyland, tome 4. Moi aussi. Oh, la pire contre-attaque. C'est par Skottie Young. Tu veux parler un peu de Skottie Young ? C'est mon dessinateur de comics préféré, mais je l'ai déjà dit à peu près 6 milliards de fois sur la chaîne. C'est vrai qu'il a un style assez particulier et surtout très reconnaissable, et franchement, ouais, on adore. C'est hyper cartoon, avec des crayonné, c'est pas trop propre, c'est un petit peu crado. Mais c'est toujours enfantin, je trouve, c'est toujours rond et tout. Ah oui, oui. Surtout qu'il travaille avec le coloriste Jean-François Beaulieu, qui met des couleurs hyper pop, hyper flashy, et le boulot des deux mélangés, ça marche super bien. Même le lettreur, à eux trois, ils arrivent à faire des trucs cool. Du coup, ouais, j'ai mis aussi en numéro 3. C'est le dernier tome, là encore, de la saga I Hate Fairyland, une saga que j'ai beaucoup parlé sur la chaîne, c'est ma série de comics préférée à ce jour, voilà, ça a toujours pas changé. Et donc ça conclut cette histoire hyper déjantée, hyper barrée, et 4 tomes, c'était très bien. Voilà, encore une fois, c'est ni trop peu, ni trop, comme l'intro trop. Du coup, I Hate Fairyland, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est en mode réécriture de conte, c'est l'histoire d'une petite fille qui se fait avaler par son tapis, et qui atterrit dans le monde de Fairyland.
Et donc pour en sortir, il suffit juste de retrouver une clé, hop, on vit une petite aventure et c'est mignon et voilà. Sauf que elle est restée coincée dans le monde pendant 30 ans, donc elle a toujours le corps de petite fille, sauf que elle a 40 ans, elle est trop blasée de la vie, elle désingue tout le monde, c'est cool, c'est dégueulasse, j'adore. Ouais, il y a plein de gros mots, mais des gros mots en forme de jeu de mots, un petit peu comme dans The Good Place. Hein. Voilà, elle peut pas dire vraiment de gros mots dans cet univers-là qui est tout mignon, voilà, il y a des petits nuages avec il y a le petit soleil avec ses lunettes de soleil, c'est comment on faisait les dessins quand on était petit, tu sais. C'est vraiment super mignon, c'est comme voilà le monde d'Oz un petit peu, ou de Alice au pays des merveilles. Ouais. Complètement déjanté et bizarroïde, mais elle en a marre de tout ce qui est mignon, elle désingue tout, et donc il y a beaucoup d'hémoglobine dans cette série. Et ce tome 4 était bien. Bon, le meilleur tome, je pense que ça reste le premier, mais le 4 conclut bien cette série. Si vous voulez une idée aussi du côté trash, c'est genre, dans le premier tome, la lune, c'est tout le temps la pleine lune et tout, elle a un grand sourire, et à un moment elle se prend un gros coup de bazooka dans la gueule, et du coup, dans tous les tomes, il reste plus qu'un croissant, et genre, elle a des pansements et tout, et voilà. Du coup, en numéro 2, j'ai mis Rick and Morty versus Donjons et Dragons. Et donc, c'est de Patrick Rothfuss, Jim Zub et Troy Little. Et franchement, c'était super cool. Déjà, dans les auteurs impliqués, il y a des mecs qui bossent pour Donjons et Dragons, quoi. Et du coup, comme les gens sont impliqués sur des histoires de Donjons et Dragons, ils connaissent bien l'univers, et donc ça transpire l'honnêteté, ça transpire le fanboyisme, mais c'est jamais trop, c'est toujours... c'est bien dans l'accueil pour les nouveaux et tout, ça donne trop envie de jouer à Donjons et Dragons. Moi, quand je l'ai lu, j'étais en mode, c'est quand qu'on refait des parties de jeux de rôle, là, ça me manque trop de ouf. Parce que ça fait super longtemps, et voilà, et j'ai envie. Et donc, on a toujours le côté Rick et Morty, déjanté, trashouille, ça joue avec des concepts, donc d'habitude de science-fiction, mais là ça mélange des concepts de science-fiction un peu uniques et aussi des concepts de Donjons et Dragons. Qu'est-ce qui se passait si jamais t'étais transposé dans le monde de Donjons et Dragons? Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu jouerais, ou est-ce que t'aimerais essayer de tordre les règles pour faire des trucs un petit peu dégueulasses? Et ça, c'est sorti chez iComics. En numéro 2, on en a déjà parlé, j'ai mis Descender, tome 6, de Jeff Lemire. Voilà. Ah, on a le même en numéro 1? T'as mis quoi? C'est possible. En numéro 1, j'ai mis Algue verte, l'histoire interdite. Moi aussi. Ah, voilà. Franchement, ça m'a trop marqué de ouf. Et c'est par Inès Leroux et Pierre Van Hove, et c'est sorti chez Delcourt. Donc, Algue verte, c'est la version BD d'un travail journalistique de plusieurs années, par Inès Leroux, justement. C'est surtout elle qui a bossé là-dessus. Oui. Et ça parle de toute l'affaire des algues vertes en Bretagne. C'est vraiment un truc ça pollue la Bretagne, et ça cause des morts et des hospitalisations. C'est vraiment... c'était dur à lire. Genre, c'était trop bien à lire, mais ça fout le gros cafard. On est vraiment sur une BD journalistique très dense, avec beaucoup d'informations, beaucoup d'institutions de l'État, avec plein d'acronymes, plein de choses, plein de dates. Il y a plein de faits qui se sont passés pendant de nombreuses années. Enfin, oui. Je sais plus, ça remonte à assez loin. Donc c'est pas forcément simple à suivre, parce que nous on connaît pas grand chose de tout ça, mais c'est hyper bien foutu, hyper bien raconté, notamment je pense grâce au travail graphique du dessinateur, qui fait que c'est très lisible. On a un petit document à la fin de la BD qui regroupe tout un tas de documents, justement, des lettres, Voilà, toutes les sources, de la journaliste, en fait, avec des documents, des lettres, des articles de journaux, etc. Donc ça appuie encore plus le propos qu'il y a dans la BD. Et aussi une petite frise chronologique à la fin pour bien se repérer entre les différents événements. Donc ça va en fait mettre en avant le fait que l'agriculture intensive qu'il y a en Bretagne est responsable de la pollution qu'il y a autour des côtes bretonnes, et qui fait que cette algue verte prolifère sur beaucoup de zones. Et cette algue verte, en pourrissant, elle dégage un gaz qui est vraiment hyper toxique, qui a tué des gens vraiment en l'espace de 5 secondes. Si t'es contre le gaz, là, tu meurs, quoi, en fait. Et du coup, ça montre que les institutions ont complètement camouflé tout ce qui s'est passé, ont complètement bâclé ou camouflé les enquêtes en cours, et ont complètement joué au jeu de l'autruche pendant des années, et même encore aujourd'hui. Voilà, il y a eu des actions qui ont été faites, mais on voit bien que c'est pas suffisant, et que c'est toujours n'importe quoi au niveau de ce problème-là. Ça va montrer aussi toutes les pressions politiques des élus en place pour justement camoufler ces enquêtes, pour faire avancer le tourisme et mettre en avant le tourisme, parce que
il y a beaucoup de pognon à se faire là-dessus. Ça va montrer aussi tous les lobbies, les grosses compagnies, et ça c'est bien, c'est qu'il y a beaucoup de mise en contexte dans cette BD. On va d'abord te montrer une entreprise qui est responsable juste du ramassage des algues, et ensuite on va te montrer que cette entreprise appartient à une plus grosse entreprise, qui ensuite, en fait, appartient à une famille qui dirige toutes les entreprises de la région, limite. Et voilà, donc au final, on a voilà, c'est ce lobby, c'est cette bande de potes qui sont complètement riches à en crever et qui dirigent toute l'industrie bretonne. C'est une BD qui fait flipper, mais qui est nécessaire et qui permet aux gens de savoir ce qui se passe vraiment. C'est un sacré travail journalistique et c'est chouette que ce soit en BD parce que c'est vrai que si ça avait été sous forme d'un bouquin ou d'articles sur internet, j'aurais pas lu. Parce que c'est un petit peu difficile à lire, mais sous forme de BD, ça devient un petit peu ludique entre guillemets. C'est plus facile à comprendre. En plus voilà, il y a des petites choses visuelles qui se passent. J'ai bien aimé aussi quand même l'univers graphique, tout dans ces tons verts. Qui marche bien avec la couverture, et du coup ça a encore plus d'impact. Donc ça mérite vraiment la première place. Si vous avez pas encore lu Algues Vertes, je vous invite à la lire. Ouais, franchement c'est pas facile d'avoir cette position de lanceur d'alerte, et je trouve qu'en BD c'est bien, tu peux toucher plus de monde. Voilà, c'était notre top 5 des lectures graphiques. Oui. Du coup c'est tout pour la vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, vous aussi, à nous faire votre top de vos 5 meilleurs romans, meilleures lectures graphiques, enfin ce que vous voulez, dans les commentaires en bas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça nous aide vachement. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. Et nous retrouver sur pugoscope.fr pour des articles plus complets, mais ça je pense qu'on l'a dit assez de fois dans cette vidéo. Du coup c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous. Tu prépares la pâte à galette? Ouais, la pâte à galette et la pâte à crêpes. Là encore si vous je suis. Eh ben écoute, en 2019, mon objectif... Voilà, c'est terminé 2019. Allez hop, j'en ai marre, là, j'ai faim.